mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. L'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, se trouve à un carrefour des défis et des opportunités, et cet événement nous offre l'opportunité de définir ensemble les fondements de notre projet panafricain. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Ils portent sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Makutano est le premier réseau d'affaires d'Afrique centrale. Sa force repose sur le brassage d'expertise multisectorielle du haut niveau, contribuant à faire de ces rassemblements annuels un véritable vecteur d'innovation et de développement pour le Congo-Kinshasa, mais aussi pour la région. Pour cette année, la thématique retenue est de New Deal pour une RDC et Afrique forte et prospère. L'occasion pour les participants de dresser un bilan de cette première décennie. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, des politiques, dont de membres du gouvernement, mais aussi des invités venus du continent, prennent part à la 10e édition du Forum économique Makutano. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était l'invité spécial de cette cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au centre financier de Kinshasa. Dans son mot de circonstance, Nicole Soulou, fondatrice de Makutano, a demandé à l'assistance de proposer une nouvelle vision pour une Afrique prospère qui partira de la République démocratique du Congo, pays au centre de l'Afrique. Invité pour son allocution, le chef de l'État a rappelé son engagement à rebâtir un pays stable. L'Afrique. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en début de soirée de ce lundi le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala. Des retours d'une mission au Venezuela, le premier vice-président du Sénat est venu remettre au chef de l'État une correspondance de son homologue du Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Dans ces messages, la République du Venezuela souhaite redynamiser les relations avec la RDC. Je crois que vous êtes informé qu'il y a eu un forum parlementaire sur le fascisme au Venezuela où nous avons porté la voix haut pour dénoncer cette agression que nous subissons à l'Est. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les efforts du chef de l'État pour sa diplomatie, comme il ne ménage aucun effort pour trouver la paix durable dans ce parti du pays. Dans les discussions que nous avons eues, nous avons montré que le Venezuela souhaite avoir le rapport avec la RDC.
La question sur l'agression de la RDC dans sa partie est par le Rwanda a été également évoquée. Pays hospitalier, la RDC entretient de bonnes relations d'amitié et de coopération avec toutes les nations dans le cadre d'un partenariat privilégiant l'intérêt commun. Kinshasa solidaire est un grand événement pour la paix qui aura lieu au mois de décembre prochain pour attirer l'attention sur la protection des victimes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet événement sportif, initié par Variété Club France, vise à redonner les sourires aux enfants qui ont connu les affres de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. On va parler de Kinshasa solidaire, donc qui est un événement qui va avoir lieu du 2 au 4 décembre prochain. On va dérouler. Donc, le plus important pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est les ateliers pédagogiques le matin et c'est d'aller à la rencontre. Et donc, vous avez 4 ateliers pédagogiques. Le premier atelier pédagogique, c'est le foot proximité et quartier. Donc, il va y avoir un atelier avec des joueurs. Le président est très attentif à ce qui se passe. Pour les Fonarèves, établissement public rattaché à la présidence, engagé dans les soutiens aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, cet événement est une opportunité pour faire les plaidoyers pour la paix. Le Fonarève accompagne le projet en soutenant la participation d'une centaine d'enfants qui viendraient des camps des déplacés à Goma. C'est une occasion importante de faire du plaidoyer, surtout au niveau international, parce que c'est une activité qui a une très grande visibilité. Donc parler de la paix, pas au travers des adultes, mais plutôt au travers des enfants qui au quotidien vivent dans une situation assez compliquée, pour ne pas dire autre chose. Un match de gala est prévu le 3 décembre. Variété Club France affrontera la sélection RDC All Stars au stade de Martyrs. Les joueurs qui vont être là, il y a Eladji Diouf, vous avez Mamadou Niang, déjà vous avez le Sénégal, vous avez le Cameroun, vous avez des grands joueurs qui ont marqué le football français international. Donc automatiquement, vous avez Fally Ipupa qui est votre plus grand ambassadeur dans le monde. La diaspora congolaise est présente partout dans le monde. Donc il va y avoir automatiquement un impact international sur ce match-là, par la communication que l'on va faire, mais par la communication des personnalités que vous avez autour de la table. Tous les fonds récoltés seront remis aux victimes de l'Est de la RD Congo. Au Tchad, la transition entre dans la dernière ligne droite du processus de paix. Après les élections du 6 mai dernier, à l'issue desquelles Mahamat Idriss Déby a été déclaré vainqueur, le pays amorce peu à peu la fin de la transition menée à bon port grâce à la facilitation confiée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par ses pairs de la CEAC. La signature de l'accord de compromis va consacrer la fin de l'exil pour tous les opposants politiques tchadiens et leur retour paisible au pays. Pari gagné pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les efforts sont appréciés par la partie gouvernementale tchadienne. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition, grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens. Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad. Pour la partie opposition, conduite par le docteur Hassan Barkaï, président du parti UFDT, Union des forces démocratiques du Tchad, le compromis signé en présence du facilitateur leur donne l'occasion de mettre fin à plusieurs années d'exil. Ce qui sous-entend que le Tchad est beaucoup plus stable aujourd'hui qu'avant les élections. On avait convenu, dans le cadre de la facilitation, de mettre fin à notre exil, à notre opposition, de faire la paix avec le gouvernement tchadien afin de contribuer à la stabilité du pays, de la sous-région et apporter notre modeste contribution à la résolution des problèmes du quotidien des Tchadiens. La situation au Tchad, elle est beaucoup plus stable qu'il y a quelques temps, après les élections présidentielles qui ont permis le retour à l'ordre constitutionnel avec l'élection
dès le premier tour du président Mahamat Idriss Déby Itno. Le Tchad aujourd'hui va vers des élections législatives et locales, donc pour finaliser la transition et mettre en place les institutions. Le pays est stable. Côté facilitation, le ministre congolais de la coopération régionale et envoyé spécial du président de la République dans la crise tchadienne, Didier Manzenga Mukanzu, estime que la signature fait partie du suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du processus de paix. Le Tchad a été très bien accompagné et le président de la République a fait que presque tous les acteurs politiques puissent se joindre au niveau du processus de transition et avec les élections crédibles organisées au mois de mai qui a programmé comme élu le président Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la République, chef de l'État. Voilà, la mission sur la transition s'avance vers la fin. Et il est resté là de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. Et cette feuille de route, il reste non seulement les élections législatives provinciales et communales prévues au mois de décembre, soit le 29 décembre de cette année, mais aussi la mise en place des institutions du pays. À ce moment-là, nous sommes à la fin de la transition. Au Tchad, la transition a débuté il y a 3 ans sous la conduite du général Mahamat Idriss Déby. De tous les pays en transition en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le Tchad est le tout premier à organiser les élections qui ont abouti à un retour à l'ordre constitutionnel. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelle sorte de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qui est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc, si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment, ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. Je suis magistrat depuis 2023. Je me rappelle de ce qui nous a été dit les jours où on commençait la formation. On nous a fait des promesses qui n'ont jamais été respectées jusqu'aujourd'hui. On nous a promis des choses, on nous a vendu des rêves. Ces choses ne sont jamais arrivées. Mais aujourd'hui, pour remarquer que quand il s'agit de parler des devoirs du magistrat, tout le monde les pointe du doigt. On lui fait croire qu'il est très important. Mais quand il faut parler de ses droits, on
se fout de nous. Qui a parlé des droits des magistrats jusque-là? Pas grand monde. Mais tout le monde est là en train de parler des devoirs. On ne peut pas parler des devoirs sans droit. Il faut respecter nos droits et ensuite nous imposer de respecter nos devoirs. Ma petite question est celle de savoir, on dit la justice, pourquoi quelqu'un malade, c'est un fait vrai. Moi j'aimerais savoir quelle est la responsabilité des hommes d'État pour que la justice soit malade. Est-ce que les hommes d'État ne viennent pas négativement la justice congolaise? Puisque la justice est un fait de tout le monde. Merci beaucoup. Les hommes de Dieu notent ça. On va évoluer. On va donner le micro. Pourquoi la justice est malade et quelle est votre contribution? La question aux hommes de Dieu. Céleste Chibangou, l'homme du ciel. Est-il responsable pour un papa habitant dans une maison avec ses enfants, ne fait pas la propreté, il laisse les moustiques dans la maison et se poser ensuite la question de savoir pourquoi mes enfants sont malades? Je crois que c'est un non-sens. Puisque tout le monde est d'accord que la justice ne fait pas allusion qu'aux magistrats et qu'il y a plusieurs acteurs. Puisque tout le monde est d'accord que c'est une question d'homme, c'est l'homme qui est malade. En fait, mon intervention, c'est en rapport avec cette cascade de recommandations portant sur le changement du Conseil supérieur de la magistrature qui, changement de composition, changement de dénomination. Parce qu'on risque de déshabiller ses pieds pour habiller ses bras. Un intervenant a dit ici, nous sommes tous malades. Avocats, politiques. Mais ma question, en fait, est celle-ci, par rapport au changement d'organes. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas pu ou ne peut pas faire. Parce que nous avons vu... Posez votre question maintenant, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes en train de faire une mise au point. Parce qu'en fait, les gens ne doivent pas sortir d'ici en ayant en tête que pour changer la magistrature, il faut changer le Conseil supérieur de la magistrature ou bien élargir ce conseil à d'autres personnes. Je ne suis pas contre. Est-ce que vous la secteur de la justice, au moment du magistrat pour faire la moussala, il faut qu'on s'arrête. La justice sont mon parents. Parce que puis on est pour faire la bassane. Contribution à la caisse, c'est jamais. On ne va pas besoin de la libéralité. Ma besoin simple. Pouvoir judiciaire évalue prisonnier à pouvoir exécutif. Moukolo, bassane, la zone où on va la bon de la mine du pouvoir exécutif. Et c'est mon et si qu'à pouvoir et ça pour faire la moyenne et c'est réel. Donc à la tout ce qu'on a et on peut gagner Merci. Merci. Au sein de la communauté islamique de la République démocratique du Congo, je suis expert des questions sécuritaires et pénitentiaires. Mes deux questions s'adressent à tous les hommes de Dieu qui sont intervenus. Chers hommes de Dieu, ne ressentez-vous pas un malaise à être les seuls représentants religieux lors de ces états généraux de la justice, exposant les problématiques avec une perspective uniquement chrétienne, alors que l'islam, qui compte également de nombreux fidèles à RDC, est totalement absent de la discussion?
Comment peut-on réellement aborder les enjeux de la justice sans tenir compte de la richesse et des solutions que pourrait apporter la perspective islamique, surtout lorsque les droits islamiques traitent de façon approfondie des questions de justice sociale et d'équité? Deuxième question. Dans un pays où coexistent deux grandes religions révélées, à savoir le christianisme et l'islam, comment envisagez-vous une réforme juste de notre système judiciaire en excluant l'une des voies essentielles de cette diversité religieuse, alors que le représentant de la communauté islamique est présent dans la salle? Merci beaucoup. En donnant la parole à une seule religion révélée, qui est le christianisme, peut-on encore parler de justice équitable et inclusive, ou assistons-nous à une forme de discrimination institutionnelle? La doléance est entendue. À ce retire, je vais juste rappeler, c'est à cause du trafic d'influence, corruption, détournement, égoïsme, pression politique et que sais-je encore. La question est la suivante aux hommes de Dieu. Dans le projet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, il y a un planning d'identification des églises installées en République démocratique du Congo. Pasteur Moïse Ndiaye, vous qui représentez tous les artistes, les musiciens, les comédiens, et que sais-je encore, êtes-vous prêts de ce qui va se passer ou de ce qui va arriver à travers ce projet de loi? Que deviendront ces pasteurs, si je ne dois pas être entre guillemets, ou ces églises qui se verront fermées suite à cette identification? Êtes-vous prêts? J'ai dit. Merci, Maître. Au moins, je suis le président de l'Assemblée provinciale de la Choco. D'abord, le constat comme les autres est que, certes, le ministre de la Justice, qui nous remercie, a invité les autorités provinciales, le gouverneur et le président de l'Assemblée. Mais malheureusement, contrairement à toutes les autorités qui défilent, on n'a vu aucun gouverneur passer, ni aucun président de l'Assemblée provinciale, donc aucune autorité provinciale pour parler également de la justice, répondre à cette question par rapport à notre différentes provinces. Ça, c'est un. Deux, pour aller dans les fonds, nous avons suivi, je ne suis pas contre la dame, c'est qu'elle a dit, où on parle de la précarité des conditions de vie des magistrats. Je suis médecin. Moi, je me demande aujourd'hui, un médecin qui vient de finir, il fait 8 ans d'études, il finit après ça, il faut 3 ans peut-être pour avoir une affectation, il fait plus de 3-4 ans pour avoir un peu de risque, il pourrait être payé par l'État congolais. Dans cette précarité, il commence peut-être aujourd'hui avec 1 500 000 francs. Un jeune magistrat qui vient de finir après 5 ans d'études, il touche déjà au-delà de 2 millions, mais c'est lui qui se plaint, beaucoup plus, et justifie le fait qu'on doit mal administrer la justice suite à son non-paiement. C'est comme un médecin qui disait je viens d'être recruté, j'ai passé 8 ans, j'ai passé tout ce temps-là, je dois tuer mon malade parce que je ne suis pas payé. C'est juste un exemple. Donc, c'est pour dire que rien ne peut justifier l'immoralité, rien ne peut justifier la mauvaise décision prise par certains magistrats. Aujourd'hui, c'est question de moralité, de personnalité, chacun pour soi. On a vu l'exemple de quelqu'un qu'on a donné ici, qui prend, qui n'est pas payé, un magistrat qui aujourd'hui continue de prendre les transports en commun. C'est une question personnelle de la personnalité. Et par rapport à nos hommes d'été, déjà sur les hommes d'été, la cacophonie qui soit décédée devant, franchement, ça laisse à désirer. Pour l'éthique personnelle, ça prouve à suffisance que même les hommes d'été ne sont pas capables de répondre aujourd'hui à la question pourquoi la justice congolaise est malade. Alors, ma question serait de savoir, est-ce que nos hommes d'été sont conscients, diront qu'ils sont censés jouer pour que notre justice puisse se redresser? Je continue en disant, par rapport à, je crois,
à certains serviteurs de Dieu, certaines églises qui réclament aujourd'hui. Modérateur, nous croyons que la conduite du débat que vous menez sous la direction de son Excellence Monsieur le Ministre. Non, sous l'observation. Sous l'observation, vous ne respectez pas les panélistes. Parce que les panélistes sont venus dans les contextes de cultes et associations. Et puis vous laissez conduire les débats en dehors du thème. Et puis vous faites passer du temps à nous qui avons à parler avec les panélistes, à privilégier ailleurs, là où il n'y a pas à dire avec les panélistes. Parce que vous voulez que ça soit ainsi. Est-ce que vous pouvez permettre que je vous donne un cas à l'égard des panélistes? Genre d'intervention dont l'auditoire a besoin. Vous pouvez autoriser? Synthétiser. Ok. Au pasteur Dodo Kamba, je ne sais pas tout l'auditoire pourrait être d'accord avec nous. De la loi portant la commission électorale, vous les églises, vous avez reçu mission de désigner le président de la commission électorale nationale indépendante. Et c'est de vous que toute la nation attend la sincérité ainsi que la crédibilité, même du système électoral. Mais il y a un quoi qu'on constate, est-ce par conflit d'intérêts, ou conflit d'idéologie, ou des conflits de vision dans la désignation entre vous, les confessions religieuses. Mais imaginez, monsieur le pasteur, je synthétise que un petit conflit d'intérêts d'un juge congolais serait saisi. Des actes que vous posez dans la désignation et qui emballeraient les juges dans les comportements auxquels vous avez voulu que ce soit ainsi, qui n'est pas conforme à la loi contre la Commission nationale indépendante. Quelle en serait l'ampleur des critiques qui tomberaient sur un juge qui irait à gauche ou à droite? Est-ce la vision qui n'a pas été au point, ou bien ce sont les intérêts qui auraient prévalu? Et puis la petite question de Jean-Marie au référent Bokundoua, pas son représentant, nous avons suivi effectivement que, vous voyez, c'est sa conclusion. Voilà, donc vous voulez dire qu'il n'y a rien de règlement de compte dans tout ce que le ministre de la Justice. Bon, en fait, vous voyez, dans notre pays, il y a trop de vocabulaire hein, lorsqu'on est fautif. Soit ce sont des règlements de comptes, non, c'est un dossier politique, je ne sais pas. Alors, les gens ont toujours tendance à parler des dossiers politiques. Il faut savoir d'abord définir la politique. C'est la politique, on l'a définie au féminin ou bien au masculin. Alors, si la politique, d'abord au féminin, il faut comprendre que c'est un art de gérer la cité. Donc, c'est une science aussi. Donc, la science est intelligible. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas attribuer des charges comme ça trop lourdes à un ministre d'État, donc ministre de la Justice et garde des Sceaux, de dire que c'est un acharnement contre qui et pourquoi, contre quelle personne exactement. Est-ce que Moutamba a eu des problèmes, a-t-il eu des problèmes dans le passé avec quelqu'un, maintenant il veut régler des comptes? Non, on ne sait pas, on ne connaît pas. Si la personne n'a qu'à se manifester, je pense que ce sont des gens qui étaient habitués dans des fraudes, à la corruption, qui voulaient s'enrichir plus que la République. Les gens qu'on voyait avec de belles jeeps, mais vous regardez ceux qui gagnent à la fin du mois, donc c'est le jour et la nuit. Ils étaient habitués avec beaucoup de concubines. Maintenant, ils trouvent qu'ils sont coincés. Alors, il faut chercher comment jeter des pots de bananes sur la route du ministre, notre ministre. Alors, je vous dirais que moi, j'ai mes deux ministres préférés. Il s'agit du ministre de la Justice, Constant Moutamba, et le ministre de l'Intérieur.
Jacquemain Chabani. Ce sont des gens que je vois sur le terrain en train de travailler. Alors, ce n'est pas une discrimination. Les autres travaillent, mais ce qui est palpable, c'est ce qu'ils sont en train de parler. Voilà, nous allons finir avec ce point, parlons sécurité. Et s'il faut déplacer ou mettre votre avis concernant la sécurité actuelle en République, parce que ce sujet peut vraiment couler beaucoup d'encre de salé. D'autres parlent de la balkanisation, d'autres parlent des négociations ou d'aller en dialogue, d'autres parleraient de faire la guerre contre les ennemis qui sont déjà connus. Et vous, étant que politique d'abord, s'il faut déplacer un mot concernant la sécurité actuelle de notre pays. Il est impérieux de vivre dans la paix. On dit dans la Bible, mieux vaut vivre dans une maison avec un pain sec que de vivre dans une maison d'abondance mais sans la paix. Je crois que la paix vaut tout. La guerre, c'est pas une bonne chose, mais parfois il faut le faire. Pourquoi? Parce que on dit si nous voulons avoir la paix, que nous devons nous préparer à la guerre. Parce que le Congo est envié à travers le monde. Nous sommes seuls contre tous. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe à travers le monde. Nous avons quand même la chance de voyager, voir tous ces pays-là. Nos frères qui sont ailleurs souffrent. Ils veulent vraiment rentrer chez nous. Mais il n'y a pas la paix chez nous. Il n'y a que la guerre. On coupe, on décapite, ainsi de suite. Nous devons tout faire pour mettre fin à cela. Nous devons nous préparer, nous devons nous armer. Dans la Bible, on parle de l'armée céleste. Pourquoi Dieu avait préparé une armée céleste? C'était pour prévenir contre les détracteurs, contre les vautours, les gens qui viennent que pour piller et voler. Je crois qu'il est bien de conseiller aux autorités de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que nous ayons une armée forte pour défendre notre intégrité territoriale. On ne peut pas croiser les bras, sinon on marchera sur nous et on va violer nos sœurs et frères, nos mamans, nos femmes. On va couper nos enfants sous notre yeux et sans rien faire. Nous devons nous préparer. Moi, je pense que je suis de ceux-là qui encourageraient au chef de l'État de donner l'ordre à tout jeune, avant d'aller à l'université, d'aller se faire former, comme on le fait aux États-Unis, des Marines. Ils sont vraiment formés par l'armée, c'est-à-dire qu'il faut que tous les Congolais apprennent à manier les armes. Je crois que ça va mettre les ennemis hors d'état de nuire. Je suis de ceux-là qui encourageraient la formation, vraiment une bonne formation de l'armée. Et lorsque je parle de l'armée, je dois interpeller aussi le député et le ministre. Je ne peux pas comprendre que les députés touchent beaucoup d'argent et les ministres touchent beaucoup d'argent et pas nos militaires. J'aimerais que nos militaires et nos enseignants puissent commencer à toucher beaucoup d'argent parce que les enseignants donnent un sens à nos enfants, le goût de vivre sur cette terre. Les militaires sont là pour défendre notre intégrité, pour que nous puissions marcher, danser, manger. Il faut que le pays soit en paix. Je crois que si on met l'accent sur ces deux personnes, donc nous aurons une république forte. Voilà, merci beaucoup Maître Eloy Kouba. Pour finir, vous êtes secrétaire général d'un parti politique, membre de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, pour finir, quelle est la santé d'abord de l'Union Sacrée et de votre parti? Bon, ça fait mal au cœur. Je l'ai toujours dit que beaucoup de gens qui viennent en politique, qui viennent pour leur ventre. Et c'est pourquoi vous verrez que on veut toujours tout faire pour écraser les autres afin qu'ils puissent se mettre. Et lorsqu'on va vous laisser la place, vous ne saurez pas bien gérer la chose. La République est pour nous tous, mais on trouve qu'il y a certains individus qui veulent s'accaparer de la République, ce qui n'est pas bien. Je suis de ceux-là qui prônent l'unité nationale, qui demandent aux politiciens de se mettre autour pour trouver des solutions liées à notre pays. L'Union Sacrée, c'est une vision du chef de l'État, mais les animateurs de cette vision-là, ce sont eux qui posent problème. Ils n'ont pas saisi la quintessence de cette vision du chef de l'État. Jusqu'à présent, preuve du contraire, parce que vous allez voir que l'Union Sacrée n'a pas un bon bureau. N'a pas un bon bureau.
Donc, c'est vraiment, c'est absurde, ça n'a pas un sens. Au-delà de ça, nous avons eu des revendications. Moi, je parle des cas de ARDC, Alliance pour les actions de développement du Congo, parti chère à Madame Adel Kabena. Nous sommes allés aux élections, mais nous étions déçus parce qu'on nous avait volé nos voix. Ça a été fait expressément. On ne peut pas comprendre. J'accepte les 191 000 qu'on nous avait attribués, bien que ce n'était pas ça. Mais sur les 191 000 voix, on nous donne qu'un seul député national. Et cependant, d'autres partis à côté ont fait le même voix que nous, ont eu plus de députés. Il y a eu vraiment de l'injustice. Quels que soient les calculs qu'on peut nous donner, on ne comprendra pas que nous n'avons même pas un huissier. Comprenez, hein? Parce que ce n'est pas ce que les partis donnent, même pas un huissier. On comprend qu'il y a eu de l'injustice. Et l'Union sacrée, nous avons décrié, l'Union sacrée n'a jamais répondu à notre revendication. Nous avons écrit à l'Union sacrée, ils n'ont jamais répondu. Alors, en quoi nous sommes l'Union sacrée? L'Union sacrée qui regarde que ses ventres, en fait, je n'arrive même pas à comprendre même l'Union sacrée, c'est quoi. Mais c'est une vision du chef de l'État, mais les gens qui viennent dans cette vision-là, ils viennent pour leur intérêt égoïste. Jusqu'aujourd'hui, les cas des AADC a fait 100, en fait, j'accepte ce qu'on nous a attribué, 191 000 voix. Mais on nous donne un seul député. Un seul député, c'est fini. Nous n'avons même pas. Et à Mboujima, nous avons eu des députés provinciaux. On avait droit à des postes ministériels provinciaux. On ne nous a même pas donné même un conseiller. Donc vous comprenez que partout où nous sommes passés, on fait que nous casser expressement. Donc un individu est là à côté pour dire non à ADC vraiment jusqu'à ce que je vais les humilier. Imaginez comment on peut gérer une république comme ça. Ça, vraiment, je n'ai jamais dit, hein, c'est aujourd'hui, au travers de votre micro, que je viens de parler, que nous sommes déçus de voir que nous avons accompagné notre chef de l'État, nous lui avons fait confiance, mais les gens qui sont avec le chef de l'État ne lui rendent pas un bon service. Je demanderai à ce que les chefs puissent ouvrir l'œil. Ils puissent ouvrir l'œil. Je demande à toutes les autorités de voir un peu les cas des ADC, parce qu'aujourd'hui, on a tout fait pour que Massine Manimba, nous ne puissions pas, et Yakoma, nous ne puissions pas nous retrouver parce que nous avons des candidats très forts là-bas. Alors pour ceci, je demanderai à notre chef de l'État en tant que garant, je sais qu'il a beaucoup de choses qu'il doit gérer, mais qu'il regarde un peu comment on peut vraiment manquer même un conseiller. Donc on est comme ça. Ce n'est pas juste. Ça montre qu'il y a une maladie. C'est comme ça que ça a affecté notre parti. Ça, c'est la vérité. Beaucoup de nos candidats qui ont fait beaucoup de voix, vous allez comprendre que, imaginez à Louisa, quelqu'un a fait 10 000 voix. 10 000 voix, il ne passe pas. Mais celui qui a eu 2 000 voix passe. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal? Comment on peut justifier ça? Et on dit même pas mot. Alors, notre autorité morale a demandé à ce qu'on n'aille pas à la Cour constitutionnelle. Donc, nous sommes restés comme ça. Mais pour qu'on voie de l'autre côté la bonne foi de nous appeler, bon, vous êtes déçus, vous êtes nos enfants, vous avez quand même fait un effort. Un parti qui vient à peine de naître, qui a au moins 2 ans d'existence, mais regardez ce que vous avez fait. Nous avons bâti record pour nous aligner nos candidats jusqu'à faire 400 et quelques candidats députés nationaux et 400 et quelques candidats députés provinciaux. Mais ce n'était pas une mince affaire à travers la République. Mais pour maintenant gérer, on dit bon, vous restez là-bas parce que vous ne pouvez pas siéger là où nous siégeons pour ça. C'est de l'injustice. Je trouve que l'Union sacrée doit revoir son comportement. Et en fait, je parle des animateurs parce que l'Union sacrée, c'est le chef de l'État, mais ces animateurs doivent quand même se contrôler très bien. Voilà. Merci beaucoup, Maître Eric. C'est moi qui vous remercie pour ce temps que vous êtes venu me surprendre à la maison. En tout cas, ma maison vous souhaite la bienvenue. Et à chaque fois que vous avez quelque chose, n'hésitez pas. Donc, c'est votre maison. Chez nous, on dit la maison qui n'accueille pas, c'est une maison qui n'a pas de bénédiction. Lorsque vous venez comme ça, vous me laissez des bénédictions, je suis plus béni que vous-même. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. La partie Union Sacrée. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis maître Eloy Koupa, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et je suis aussi politique. Voilà, je suis le secrétaire général de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle. Voilà. Voilà, maître, pourriez-vous nous expliquer brièvement par rapport au statut de fonctionnaire des magistrats qui peut condamner ou infliger une quelconque sanction à un magistrat? Oui, il y a l'organe que nous appelons au Conseil supérieur de la magistrature. C'est cet organe qui est habilité à condamner s'il faut, s'il y a de vices de procédure, s'il y a des choses qui ne cadrent pas avec la loi, ou bien des arrestations arbitraires autres. C'est cet organe, bien structure, au Conseil de la magistrature, dans la République démocratique du Congo, qui est habilité à le faire. Voilà. Voilà. Relativement à l'indépendance de la magistrature, aujourd'hui nous parlons d'une nouvelle loi qui fait de ces corps de magistrats indépendants face au ministre de la Justice. Qu'est-ce qui régit dans l'ancienne loi concernant l'indépendance de la magistrature? Bon, en fait, il y a beaucoup de l'incompréhension dans notre pays parce que je constate que trop de lois tuent la loi. Et cette indépendance n'est pas totale. Donc ça ne veut pas dire que le magistrat peut tout faire selon bon lui semble. Il le fait selon les règles édictées par la loi. Ils ne peuvent pas aller en marge de la loi. Ils doivent rester dans la loi et respecter la loi. Au cas où cette loi n'est pas respectée, il y a l'organe qui réglemente ce que je viens de vous dire ici. Et donc c'est comme ça qu'ils doivent se référer. Donc lorsqu'on parle de l'indépendance de la magistrat ou bien de magistrature, ce n'est pas une libertinage où un magistrat peut faire, il se lève un bon matin, il voit quelqu'un en cours de route, il l'arrête. Non, c'est pas comme ça. Donc la Constitution nous donne la modalité d'arrestation. Donc la personne qui doit être arrêtée plutôt, doit connaître les motifs de son arrestation. Si la personne ne connaît pas le motif de son arrestation, en tout cas on ne peut pas l'arrêter non plus. Alors, si on l'arrête, on a violé la loi, donc ça doit être, c'est poursuivable, c'est condamnable, ce genre de pratique. Hiérarchiquement, à qui doit la soumission des magistrats? Vous avez parlé de la hiérarchie, donc il le doit à sa hiérarchie. Donc nous avons dans le Haut Conseil de la magistrature, nous avons le président de la Cour constitutionnelle, nous avons le procureur général de la République, nous avons le procureur près la Cour constitutionnelle et autres. Ce sont eux qui composent, il y a le secrétariat général. Et c'est cet ensemble-là qui réglemente un peu les fonctionnements, les comportements sur le terrain de magistrature. Mais tout ce monde-là dépend du ministère de la Justice. Et comme le ministère de la Justice dépend du président de la République qui est le magistrat suprême. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc il faut le respect de cet échelon-là. La mère de tout ce monde-là, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui nous régit, c'est la Constitution qui nous donne la forme et le comportement qu'un juge, un magistrat, un avocat, un ministre doit se comporter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Quand est-ce que le ministre de la Justice peut intervenir pour infliger une quelconque sanction, soit interpeller un magistrat? Pas infliger une sanction, mais peut recommander à ce que tel ou tel magistrat, en fait, je parle de la magistrature, il y a le magistrat debout et le magistrat assis. Donc le magistrat debout, c'est le ministère public.
Hein, donc, le procureur général, les magistrats comme on les appelle. Le magistrat assis, ce sont les juges. Les juges. Le ministre peut intimer l'ordre s'il voit qu'il y a des bavures, parce que c'est lui le patron de la justice. Donc, on lui doit quand même ce respect-là dans ses attributions. Il a le pouvoir d'agir, et peut-être pas directement, mais indirectement, mais il en a le pouvoir. Parce que si le ministre donne l'ordre au procureur général de poursuivre tel ou tel, c'est dans ses attributions. Donc, il a le pouvoir d'agir, il a le pouvoir d'intimer l'ordre de faire. Alors, interpeller, en fait, je ne sais pas, vous voyez, j'ai toujours dit, notre langue française nous complique beaucoup. Interpeller, ça peut être défini comme une invitation aussi. Donc, c'est comme nous voyons au Parlement, lorsqu'on dit un député a interpellé un ministre, on ne dit pas que le député est le patron du ministre. Donc, le ministre ne dépend pas des députés. Mais vous allez voir que le ministre est convoqué par un député, par une motion de censure, motion incidentelle, ça dépend du motion qu'on va soulever. Mais le ministre vient répondre pourquoi? Parce que la loi a demandé à ce que le député est là pour contrôler les actions du gouvernement. Mais on ne dit pas que le député est le patron du gouvernement. Ça ne s'est jamais dit comme ça. Mais vous allez voir que dans ses attributions, le député peut interpeller un ministre. Alors, il ne dépend pas de ce ministre, de ce député-là directement. Mais selon la Constitution, il est obligé de le faire. La même chose avec le ministre de la Justice. Pourquoi il est le ministre de la Justice? C'est dans ses attributions de contrôler les actions de ces magistrats, donc le maître des actions publiques. Donc, il est là pour voir comment on a rendu des jugements, et dans quelle forme on a rendu ces jugements-là. Il est là pour garantir le bon fonctionnement de la justice, parce que c'est auprès de lui qu'on doit demander des comptes. Alors si ça ne marche pas, on dit le ministère de la Justice ou bien le ministre de la Justice a échoué. Donc il est dans son pouvoir d'agir. Voilà. Prenons les cas, par exemple, du procureur général de la Cour de cassation, parce que celui-ci, par rapport à sa position, apparaît hiérarchiquement élevé. Au cas où il y a délit de ces derniers, qui peut, comme vous le dites, l'interpeller ou les convoquer? Bon, j'aimerais qu'on comprenne, parce que vous savez, comme je l'ai dit, dans notre pays, trop de lois tuent la loi. Et le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice. À moins qu'on lui attribue autre fonction, ou bien autre tâche. Il est le patron, il veille au bon fonctionnement de la justice. Il peut aller en prison, voir ce qui se passe en prison. C'est dans son pouvoir, on ne peut pas le lui interdire. Il peut aller auprès du magistrat pour voir ce que le magistrat est en train de faire. Alors, si un magistrat viole la loi, c'est lui qui doit les réglementer, c'est lui qui doit les corriger. Je l'ai dit, ça peut être direct ou bien indirect. C'est là où il y a le bas blesse. On dit, bon, le ministre agit, il ne devait pas agir, mais il agit toujours. Même par l'entremise au Conseil supérieur de la magistrature, il agit toujours, même indirectement. Nous avons vu ici, dans notre pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait arrêté un policier, roulage, en train de rançonner la population, tracasser les chauffeurs. Mais le chef de l'État n'était pas content. Est-ce que dans les attributions du chef de l'État, on dit oui, il est le garant de bon fonctionnement. Quand il trouve que ça ne va pas, c'est à lui d'agir, c'est à lui de redresser les choses. Il ne faudra pas qu'on commence à mener trop des histoires pour embrouiller les ministres. C'est dans ses prérogatives. Et attention, le ministre est avocat. Il ne faut pas qu'on le considère comme quelqu'un parvenu. C'est un avocat. Et il a eu à passer son temps sur le banc de l'école, bien à l'université. Il maîtrise bien les droits. D'abord en tant que juriste et avocat, et aussi en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux. Donc, il ne faudra pas qu'on jette des dévolus sur lui, comme s'il a violé. S'il a violé, c'est où? On a montré quelles dispositions
qu'il a violé en interpellant un magistrat. Il ne faudra pas que les magistrats se promènent en électron libre. Ils doivent savoir qu'il y a quelque part l'inconvénient par rapport à ce qu'il a fait. Similairement à l'exemple que vous venez de donner, est-ce qu'après un procès ou une condamnation, est-ce que le ministre aussi peut émettre un avis contraire à l'issue d'un procès suite à une condamnation? Alors, le fonctionnement de cet appareil judiciaire, c'est dit que lorsque quelqu'un est interpellé par la police et transféré au parquet, le parquet doit instruire à charge bien en décharge, ça va dépendre. Une fois les dossiers fixés au tribunal, c'est le juge qui doit dire les droits. Une fois dit les droits, on doit voir la conformité dans laquelle on a dit ces droits. Il y a un délai légal qui demande à ce que lorsque la personne n'est pas contente de la décision, il peut aller en appel. Et il y a aussi la cassation, ainsi de suite. Et au-delà de ça, lorsqu'on trouve qu'il y a l'injustice dans le traitement de jugement, eh bien, les juges avaient le penchant, ou bien le juge a été corrompu, qu'est-ce qui s'est fait? On saisit les ministres de la Justice pour qu'on revoie les jugements. Alors lorsqu'on saisit, le ministre de la Justice va répondre. Il va répondre aux autorités de la justice, donc au Conseil supérieur de la magistrature, pour revoir les cas de tels compatriotes congolais. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire, bon, comme cela n'était pas bien jugé ici, on sous-attend qu'il y a eu trop de corruption. La personne qui réside à Kinshasa a vraiment des infinités, des ramifications avec les juges. On peut envoyer ces dossiers en Mbandaka, par exemple. Donc, vous voyez, c'est dans cette chaîne-là, mais c'est le ministre qui contrôle. Bien qu'il ne le fait pas, je peux donner un exemple. Nous sommes dans une famille, papa est le chef de la famille, et la maman, c'est la chef ou bien la